Aujourd'hui, dans C'est quoi le truc, on va parler du génocide qui a lieu en ce moment en Palestine. J'ai ici une pile de papier avec tous les noms des Palestiniens et des Palestiniennes qui ont été tués pendant les 10 premiers mois du génocide à Gaza. En tout cas, ceux qui ont pu être identifiés. Cela représente maintenant plus de 600 pages. Femmes, enfants, journalistes, athlètes olympiques, personnel soignant, ils sont tous et toutes les cibles d'Israël. Ce sont des crimes de guerre. Et cela va à l'encontre de l'ensemble des conventions internationales. Et c'est vraiment terrible parce qu'alors qu'on voit tous les jours des images d'horreur sur les réseaux, des armes partent encore vers Israël via le port d'Anvers et l'aéroport de Liège. Dans le monde, il y a plein de choses que je comprends pas. Et cette série qu'on fait avec Facto, c'est justement pour essayer de mieux le comprendre. Mais là, ce massacre, ces images qu'on voit, toutes ces vies perdues, là vraiment je ne comprends pas au plus profond de mon âme. Comment c'est possible que des humains soient capables de ça? Mais heureusement, je suis pas le seul à pas comprendre et à m'indigner. Nous étions des dizaines de milliers dans les rues de Bruxelles il y a quelques semaines. Et parmi eux, des milliers de jeunes. C'est d'ailleurs une militante de la jeunesse qu'on va rencontrer, Alice Verlinden. Elle est responsable de Red Fox, le mouvement de jeunes du PTB. Salut Antoine, ça va? Salut, merci d'être venu. Avec plaisir. Est-ce que tu veux un café? Ah oui. Merci beaucoup en tout cas Alice d'être là. Et Alice, toi tu es militante pour la Palestine, tu es très en contact avec tous ces jeunes qui se mobilisent pour le peuple palestinien, qu'on appelle parfois la génération Palestine. C'est quoi qui t'a poussé à te mobiliser sur ce sujet-là? Ça a commencé quand j'étais étudiante, il y avait une opération militaire israélienne dans la bande de Gaza qui a fait à l'époque plus de 1300 morts et déjà à ce moment-là il y avait eu plusieurs centaines d'enfants et donc les images étaient terribles et c'est ça aussi qui m'a poussée à participer à mes premières manifestations. Et là maintenant on est 15 ans plus tard et on assiste en fait à un véritable génocide à travers nos écrans. Ça crée une génération palestine, comme tu dis, qui est super indignée et révoltée, quoi. Du coup, moi, c'est un peu ça que j'arrive pas à comprendre. Comment ça se fait alors qu'on est témoin de tout ce qui se passe, on est énormément à être indigné, comment ça se fait que ça ne s'arrête pas? Ça dépasse complètement l'entendement. Et donc pour essayer de le comprendre, il faut d'abord réfuter l'idée qui a été répétée à l'infini à travers les médias, qu'il s'agirait d'un conflit entre Israël et la Palestine ou un conflit entre musulmans et les Juifs. En fait, il s'agit d'une guerre entre les États-Unis et Israël contre le reste du monde. Israël peut commettre toutes ces atrocités parce qu'il a le soutien des États-Unis. Waouh, ça pose les bases de l'épisode là. On peut voir en Palestine comment le monde fonctionne. Le génocide à Gaza, en fait, c'est le résultat de l'impérialisme des États-Unis et de l'Occident. Quand tu dis l'impérialisme, tu veux dire la lutte des États-Unis et de l'Occident pour étendre leur pouvoir et leur contrôle et dominer les différentes parties du monde. Tout à fait. Pour maintenir leur pouvoir dans la région, les États-Unis ont besoin d'Israël. Un ancien ministre des Affaires étrangères des États-Unis a dit un jour « Israël est le plus grand porte-avions américain au monde ». Ce qui veut dire par là, c'est que grâce à Israël, ils disposent d'un chien de garde dans la région sans avoir besoin d'envoyer des troupes au sol pour la contrôler. Okay. Ils investissent une quantité incroyable de ressources financières, militaires et politiques en Israël. Aucun autre pays ne reçoit autant de soutien de la part des États-Unis. Pour te donner une idée, donc depuis la création de l'État d'Israël, ils ont reçu 310 milliards de dollars. 310 milliards de dollars. C'est un montant hallucinant. Avec 310 milliards de dollars, selon certaines estimations de l'ONU, on peut nourrir l'entièreté de la population mondiale pendant 1 an. C'est incroyable. Donc, Israël occupe violemment la Palestine, attaque le Liban, bombarde la Syrie, etc. Mais en fait, Israël est piloté à distance par les États-Unis. C'est un peu comme si c'était le 51e État des États-Unis. Pourquoi ils font ça? Le Moyen-Orient, c'est une région qui est super importante au niveau stratégique et économique. La moitié des réserves mondiales de pétrole et de gaz se situent dans cette région-là. Et comme tu le sais, le pétrole et le gaz, c'est de l'argent. Et donc forcément, les États-Unis, ils vont chercher des alliés dans la région, enfin plutôt des pions. Jusqu'à maintenant, ils avaient 2 alliés, Israël et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est toujours une alliée, mais elle commence petit à petit à suivre sa propre voie. Donc, les États-Unis, en fait, en ce moment, ont d'autant plus besoin d'Israël dans la région. C'est absolument pas dans leurs intérêts que les pays arabes s'unissent et, en toute indépendance, décident par eux-mêmes ce qu'ils font de leur pétrole. Imagine qu'ils décident par eux-mêmes à qui ils vendent leur pétrole et à quel prix. Si les États-Unis mainmisent sur les réserves de pétrole et de gaz, ça veut dire qu'ils contrôlent l'économie mondiale au moins de 2 façons. 1, ils contrôlent le prix de l'énergie sur les marchés mondiaux. Et 2, ils contrôlent l'approvisionnement en pétrole de leurs propres concurrents, comme la Chine par exemple. Par ailleurs, le Moyen-Orient, c'est aussi une zone importante pour le commerce entre l'Asie et l'Europe. Le canal de Suez, par exemple, qui traverse l'Égypte,
voit passer 12% du commerce international. Qui contrôle ce canal, donc, a eu une influence sur les deux continents. Les États-Unis ne peuvent pas laisser ça à l'Égypte. Et il y a donc la menace constante d'Israël qui est là pour bien rappeler aux Égyptiens qu'il ferait bien de prendre en compte ce que l'Occident veut. Et ceux qui veulent en savoir plus sur ses intérêts commerciaux internationaux, ils peuvent lire le livre Mutinerie de Peter Mertens. C'est pas un placement de produit, c'est juste un excellent bouquin. Et si t'aimes pas lire, on en a fait une version podcast et docu-série sur la chaîne Factor. Mais évidemment, ce pouvoir et ce contrôle dans la région, ça s'obtient pas comme ça. Il faut pouvoir se faire respecter. Les États-Unis, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est qu'ils ont fait d'Israël un État qui est super militarisé. Il y a énormément d'argent qui est attribué à l'armée et aux armes. Un exemple très concret, c'est qu'en Israël, une personne sur 20 est un soldat. En Belgique, ça va être une personne sur 400. Les États-Unis, ils accordent chaque année 3,8 milliards de dollars en soutien militaire à Israël. Mais pire que ça, les États-Unis ont même inscrit dans leur propre loi de garantir en fait à Israël qu'ils seront toujours plus forts militairement que leurs propres voisins. Et donc sans ce soutien, Israël aurait été complètement incapable d'envoyer toutes ses bombes à Gaza et ailleurs pendant plus d'1 an. C'est clair. Et en même temps, ça permet aussi aux États-Unis de vendre ses armes là-bas en Israël. En 2018, Israël a dépensé, tiens-toi bien, plus de 6 milliards de dollars en équipement militaire. Donc plus de la moitié qu'ils ont acheté aux États-Unis. Pire, en fait, grâce à Israël, ils peuvent même améliorer leurs armes. Israël est en fait assez fort dans le développement technologique militaire. Par exemple, ils investissent beaucoup d'argent dans le développement technologique, l'intelligence artificielle, les robots tueurs, les drones. Oh ouais, c'est un truc de fou. Ils peuvent tester contre des Palestiniens des choses qu'ils ne pourraient jamais tester contre d'autres populations. Du coup, ça sert d'une sorte de laboratoire d'essai pour le développement de l'industrie de l'armement. D'après ce que tu dis, ça va dans les deux sens. D'une part, Israël a besoin des États-Unis pour survivre, mais d'autre part, les États-Unis ont besoin d'Israël pour leurs intérêts économiques dans la région, pour leur industrie militaire et pour le commerce et le développement des armes. Oui, et d'ailleurs, Netanyahou, il le dit clairement. We're not only protecting ourselves, we're protecting you. Et Biden lui-même l'admet. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. Ouais, mais ça c'est Biden quand il était jeune, il a peut-être pas le même avis. Bah non. If Israel didn't exist, we'd have to invent it. Du coup, on a beaucoup parlé des États-Unis là, mais l'Union européenne, elle est quand même plus critique envers Israël. Mais oui et non, parce qu'il faut quand même vraiment regarder, il y a une différence entre les paroles et les actes. Si on regarde les actes, l'Union européenne continue d'alimenter et de nourrir la machine de guerre d'Israël. Tu peux nous expliquer peut-être comment fonctionne le soutien de l'Union européenne envers Israël ? Il existe un accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Si tu prends un exportateur israélien, quand il vend sa marchandise ici sur le marché européen, il va payer moins de taxes par exemple. Ça veut dire qu'en fait on prend aucune sanction contre un État qui est en train de commettre un génocide. Si c'est aussi profond, qu'est-ce qu'on peut y faire ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui se sentent impuissants, qu'on doit se résigner au monde tel qu'il est, mais en fait, rien de tout ça n'est vrai. Quand on regarde justement les jeunes qui se mobilisent aux quatre coins de la planète, c'est eux qui nous donnent de l'espoir et c'est eux qui nous montrent la voie à suivre. Tu vois, la génération de nos parents, ils se sont aussi battus contre l'apartheid en Afrique du Sud. À l'époque aussi, les étudiants, ils occupaient les campus, les syndicats, ils appelaient au boycott, il y avait des actions partout. Quel bilan est-ce qu'on tire de cette période-là ? Il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on obtienne victoire. Israël ne tient plus qu'à la perfusion économique et militaire des États-Unis. Tous ces mouvements, au niveau mondial, en fait, ça met une pression politique énorme. En Afrique du Sud, c'est aussi comme ça qu'est tombé le régime d'apartheid à l'époque. Nelson Mandela, qui était le leader du mouvement de libération de l'Afrique du Sud à l'époque, il le disait lui-même, ça semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. On assiste maintenant à un véritable moment Mandela pour toute une nouvelle génération qui dit que personne ne sera libre tant que le peuple palestinien ne sera pas libre. On le voit hein, avec la pression que nos politiques ils parlent de plus en plus de la Palestine, mais donc il faut maintenir cette pression pour que ces belles paroles, ça se transforme tout doucement en actes. Les Palestiniens, ce qu'ils demandent, c'est pas de la charité, ce n'est pas de la compassion, ce qu'ils demandent, c'est de la justice. Ce qu'ils demandent, c'est la fin de la complicité des États-Unis et de l'Union européenne. C'est quand même hallucinant qu'après 1 an de génocide, le gouvernement Vivaldi n'a pas pris de mesures, n'a pas imposé d'embargo contre Israël, mais l'a fait contre la Russie, alors qu'il y a quand même 2 partis sociodémocrates et 2 partis écologistes dedans. Et ça, c'est des faits. Mais la Palestine n'a que faire des belles paroles. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir des actes. Et des actes, c'est un embargo militaire et un embargo économique contre l'État d'Israël qui commet un génocide. Tu peux m'expliquer ce que tu entends par embargo militaire ? Israël dépend des livraisons d'armes des États-Unis et en partie de l'Europe. C'est en fait le point faible de la machine de guerre israélienne. Si tu regardes les 5 dernières années, 79% des armes qui ont été livrées à Israël viennent des États-Unis et 20% viennent d'Europe, plus particulièrement d'Allemagne. Donc ça veut dire que si tu arrêtes ça,
en fait, la machine de guerre israélienne, elle s'arrête. Tu parles de l'Europe dans le cadre de la fourniture d'armes. Mais si l'Allemagne envoie à peu près 20% des armes vers Israël, ça veut dire que les États-Unis en envoient 80%, c'est une toute petite partie. Est-ce que ça ne devrait pas plutôt être les États-Unis qui arrêtent d'envoyer des armes vers Israël? Aux États-Unis aussi, donc il y a une pression qui est vraiment importante au sein de la population pour arrêter justement la fourniture et l'envoi des armes. Donc on fait partie d'un même mouvement. Ensuite, et c'est vraiment une discussion politique qui est vraiment importante, c'est que nous, on habite ici. On parle de notre pays, on parle de notre continent, et donc nous, on a une responsabilité ici. Et enfin, si on arrive dans un pays à mettre une telle pression qu'on arrive à arrêter les fournitures d'armes, ça va avoir un impact et ça peut entraîner d'autres pays. C'est l'effet domino. Donc si le premier domino tombe, il peut en entraîner d'autres. Et ça va être porteur d'espoir, évidemment. C'est quand même plus facile à dire qu'à faire. Et personne n'a dit que ça allait être facile. Mais les gens ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils ne le pensent. Je vais te donner un exemple. À un moment donné, il y avait un travailleur à l'aéroport de Bruxelles qui était en train de charger du matériel et puis d'un coup, il a vu des boîtes à destination de Tel Aviv. Avec un de ses collègues, il a vérifié et en fait, c'était quoi? C'était du matériel militaire à destination d'Israël. Donc il a été en discuter avec son syndicat. Ils ont décidé de ne pas charger le matériel et en fait de boycotter le transport. Et donc cette décision, elle a été suivie d'un boycott général des syndicats des travailleurs du transport qui maintenant en fait refusent d'envoyer du matériel militaire à destination d'Israël. Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'en fait, ça a commencé par un travailleur, puis un autre travailleur, puis un syndicat, puis un autre syndicat, et maintenant des syndicats du monde entier, de l'Italie, par l'Australie, en passant par l'Inde jusqu'au Canada. Le mouvement BDS, Boycott, Désinvestissement, Sanctions, c'est un mouvement qui est né en Palestine et qui a pour but d'essayer de toucher l'État colonial israélien d'un point de vue économique. Par exemple, il existe un appel au boycott de certaines banques qui agissent dans les territoires occupés palestiniens et qui soutiennent comme ça directement Israël. Mais il y a aussi un appel au boycott académique qui appelle les universités à couper tout lien avec les universités israéliennes. En fait, c'est bien plus large que de stopper le génocide à Gaza. En effet, la première étape, c'est de toute façon d'exiger un cessez-le-feu permanent pour que l'horreur actuelle puisse cesser. Mais c'est impensable de retourner dans la situation telle qu'elle était avant le 7 octobre 2023. Les Palestiniens, ils vivent dans cette situation depuis plus de 75 ans. Et donc ça doit cesser. Ce qui donne de l'espoir, c'est qu'on voit que le monde actuel il est vraiment en train de basculer. Si tu regardes au niveau diplomatique, Israël est complètement isolé. Aux Nations Unies, 124 pays viennent de voter justement une résolution qui condamne l'apartheid et la colonisation israélienne. À peine 12 pays qui ont soutenu Israël et qui, by the way, sont tous des satellites des États-Unis, évidemment. Un autre exemple, la Cour internationale de justice, qui est la plus haute instance judiciaire des Nations Unies, vient aussi de condamner Israël. Ça, c'est du jamais vu. De plus en plus de pays élèvent la voix contre les États-Unis. On assiste maintenant à une véritable vague d'indignation pour le peuple palestinien, aussi une vague de solidarité, une vague de mobilisation. Tu parlais tout à l'heure des grosses manifestations ici à Bruxelles. Ça aussi, ce mouvement de solidarité partout dans le monde, ça donne blindé d'espoir et donc c'est super magnifique, quoi. Eh ben merci Alice, on va rester là-dessus, on lâche surtout rien et on se revoit bientôt. De plus en plus de personnes se demandent pourquoi aucune mesure n'est prise contre le génocide des Palestiniens par Israël. On a l'impression qu'ils peuvent tout se permettre, et ils le peuvent, parce qu'ils sont protégés par les États-Unis et l'Union européenne, pas par gentillesse, mais parce qu'ils ont besoin d'un allié dans la région pour leurs intérêts économiques et géopolitiques, pour les matières premières et pour le développement militaire. Mais même si on n'en a pas toujours l'impression, on peut gagner cette bataille, comme dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Continuons à dénoncer l'apartheid, la colonisation et le génocide. Nous sommes du bon côté de l'histoire.